qu'on ait un quart d'heure de, de nos têtes qui attendent. Donner de la parole. Si vous souhaitez ne pas figurer dans la vidéo, ben, veillez à ce que votre caméra ne soit pas allumée. Donc voilà. Alors, on va commencer la présentation. Aussi pour un souci pour que vous puissiez vous concentrer mieux sur les présentations et sur le support, ben, je vais éteindre ma caméra et aussi pour préserver aussi les bandes passantes. Donc, je vais arrêter ma vidéo. Donc, aujourd'hui au programme, nous allons voir successivement c'est quoi les océans, pourquoi les océans sont-ils importants et quelles sont les pressions et les enjeux qui pèsent sur ces océans et surtout, que faire. C'est quoi les océans en fait? Donc, généralement, quand on parle d'océans, ce qui nous vient en tête en premier, ce sont les mers, les plages, le lagon, les destinations de vacances. Mais en fait, les océans, ils ont leurs services rendus sont bien plus au-delà de ça. Donc, la Terre est appelée planète bleue car elle est recouverte à 70% par les océans qui sont des étendues d'eau salée comprises entre les continents. Donc, notre planète Terre, elle respire grâce à ces océans, car ils produisent 50% de notre oxygène. Et ça va même au-delà de ça, parce que si on remonte le temps, les premières formes de vie sur la Terre sont des organismes marins. Donc, en quelque sorte, on peut dire que les océans sont à l'origine de la vie sur Terre. Sur notre planète, on a 5 océans. L'océan Pacifique, l'océan Atlantique, l'océan Indien, l'océan Antarctique, l'océan Arctique, qui communiquent tous entre eux. Et tous ces océans constituent l'océan global. Et cette immense masse d'eau influence le climat mondial en absorbant de l'énergie solaire et en le redistribuant. Effectivement, les océans possèdent une grande capacité à garder de la chaleur et puis à la libérer. Ils se réchauffent et se refroidissent très lentement. Ils peuvent donc stocker une quantité de chaleur 1000 fois supérieure à celle de l'atmosphère. Cet océan qui couvre 70% de la surface de la Terre est essentiel à l'humanité. Chaque être humain dépend de la mer. L'océan joue un rôle dans l'équilibre social, économique et environnemental de tous les pays du monde. L'océan est une source vitale de protéines animales pour des milliards de personnes à travers le monde. Donc, 20% des protéines consommées dans le monde proviennent des océans. Et les chiffres relevés par le projet Blue Belt, c'est 170 millions de tonnes par an sont les produits issus de la pêche et de l'aquaculture, dont 135 millions destinés à la consommation mondiale. 10 à 12% de la population mondiale vivent et dépendent de la pêche ou de l'aquaculture. Et on sait qu'environ 50% de la population mondiale vit sur les côtes et ceci tend à augmenter encore dans les années à venir. L'océan fournit du travail à environ 140 millions de personnes à travers le monde dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Et pour le cas de Mayotte,
900 emplois pour 600 sociétés travaillent dans le secteur lié à la mer. Et ces emplois peuvent être des emplois générés par le tourisme, la recherche, les activités militaires, les activités scientifiques, des exploitations énergétiques, etc., etc. 90% des marchandises pour le commerce international circulent par voie maritime, d'où la réelle importance de ces océans pour notre économie, pour l'économie mondiale. L'océan détient aussi des quantités considérables de ressources énergétiques, telles que le gaz, le pétrole, des métaux précieux, etc. L'océan abrite une très haute biodiversité que les scientifiques continuent à découvrir jusqu'à maintenant. Et cette biodiversité est une richesse parce qu'elle est à l'origine de la beauté des milieux et des fonds marins. Et cette beauté est un service rendu à l'homme, contribuant à son bien-être. On oublie parfois combien la mer est un espace culturel important. La mer est un lieu de détente et d'inspiration grâce à la biodiversité qu'elle détient et les différents habitats qu'on y retrouve. Donc, je tiens à rappeler que la prochaine session qui va se dérouler le 20 mai sera axée principalement aux différents habitats marins. L'océan joue un rôle fondamental aussi dans la régulation du climat. Il échange de la chaleur et des gaz avec l'atmosphère grâce aux courants et au vent qui balaient la surface de la mer. Il stocke et redistribue d'énormes quantités de chaleur autour du globe par l'intermédiaire des courants marins. Donc, l'océan joue ainsi un rôle déterminant pour la régulation du climat mondial. Mais comme nous le savons tous, ce rôle de régulateur est perturbé par le changement climatique. L'océan est un immense réservoir à carbone qui couvre 70% de la surface de la Terre. Et en plus de la chaleur qu'il emmagasine, il échange plusieurs milliers de tonnes de carbone sous forme de gaz carbonique avec l'atmosphère. Et cela de façon naturelle et de façon permanente. Donc, ce processus naturel permet d'emmagasiner une partie des gaz à effet de serre et on estime que 30% des émissions d'origine humaine est absorbée chaque année par les océans. Et sans cette capacité d'absorption, le changement climatique actuel serait encore plus rapide et plus marqué. Je vais vous diffuser une vidéo, un film qui va expliquer cette capacité d'absorption de gaz carbonique par les océans. Les océans, un puits de carbone? Ah mais oui, alors ça veut dire qu'ils captent une partie du carbone que nous rejetons dans l'atmosphère. Mais est-ce qu'ils sont vraiment efficaces? Oh oui, les océans captent et stockent près de 30% des émissions de CO2 que l'homme produit. Ils contribuent ainsi à réduire l'impact du changement climatique. Et tout ça grâce à deux processus. L'un physique, l'autre biologique. Bon alors, plouf, plouf. Une oie, deux oies, trois oies. Allez, le biologique d'abord. C'est toi qui décides. Ce mécanisme s'appuie sur la photosynthèse. À la surface des océans, la majorité de la végétation est constituée d'algues microscopiques. Ces petites algues absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère et le transforment en dioxygène grâce à la lumière du soleil. Elles font d'une pierre deux coups. Elles produisent le dioxygène qui nous est nécessaire pour vivre et éliminent une partie du CO2 de l'atmosphère. Quand le phytoplancton
déjà ça de gagner. Et le processus physique, c'est lequel? Ah là, c'est une histoire de dissolution et d'équilibre. Comme le sucre dans ton café, le CO2 atmosphérique se dissout naturellement dans les océans à la surface de contact entre l'air et l'eau. Après, c'est une histoire d'équilibre. Plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus il va se dissoudre dans les océans. Cette dissolution est favorisée à basse température. Les océans froids absorbent donc beaucoup plus de CO2 que les océans chauds. Comme cette eau est plus froide, elle est plus dense, plus lourde si tu préfères. Elle plonge alors en profondeur, emportant avec elle le CO2. L'eau est alors remplacée par une eau plus chaude et moins concentrée en CO2, qui va à nouveau absorber le dioxyde de carbone de l'atmosphère, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on dit que les océans sont des puits de carbone. Des puits de carbone plus efficaces encore que les forêts. Dites donc, heureusement qu'ils sont là. Oui. Sauf qu'à cause du réchauffement global, la température des océans va augmenter. Ces derniers pourront donc absorber moins de CO2 et celui-ci va s'accumuler de manière plus importante dans l'atmosphère et donc accentuer le réchauffement de la planète. D'où l'importance de réduire nos émissions pour limiter le réchauffement. Donc voilà. Donc on a bien vu les deux procédés naturels qui permettent aux océans de stocker le carbone. Donc c'est le processus physico-chimique et le processus biologique. Mais j'aimerais apporter une attention particulière sur le processus biologique qui fait intervenir le phytoplancton. Donc, le phytoplancton est l'ensemble de milliards d'algues microscopiques que l'on retrouve à la surface des océans. Donc, phyto qui veut dire végétal et plancton qui veut dire je flotte dans la mer. Et ce sont des algues microscopiques qui ont été reconnues depuis des siècles et des siècles. Donc, c'est grâce à ces petits êtres vivants que l'océan détient le rôle de poumon de la Terre, car en fait, ils absorbent une quantité considérable de gaz carbonique et rejettent de l'oxygène dans la mer et dans l'atmosphère. Donc, ces petites algues captent l'énergie solaire et fabriquent du sucre qui lui sert de nourriture avec les carbones issus des gaz carboniques. Et ceci est possible grâce au processus de la photosynthèse. Donc, c'est un processus qu'on verra plus en détail plus tard dans les prochaines sessions de formation. Ces phytoplanctons sont à la base de la chaîne alimentaire. Donc, c'est quoi une chaîne alimentaire? C'est une succession d'êtres vivants dans laquelle la proie est mangée par le prédateur et ce prédateur peut à son tour être la proie d'un autre prédateur et ainsi de suite. Donc, le phytoplancton à la base de la chaîne alimentaire signifie donc qu'il sert de première nourriture à d'autres êtres vivants. Ainsi, le carbone qui est emmagasiné dans les phytoplanctons, il parcourt à travers tous les éléments qui constituent la chaîne alimentaire. Dans un même temps, les océans subissent des pressions de toutes parts. Donc, la surpêche. 20 kg par an par habitant est la consommation moyenne de poissons dans le monde en 2016, ce qui met une énorme pression sur certaines espèces. 11% des 2800 espèces dans les pays d'Océanie sont menacées d'extinction, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. 31% des stocks de poissons dans le monde étaient déjà surexploités en 2013, selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et cette surpêche ne permettrait pas le renouvellement des stocks, malheureusement. La pollution plastique.
8 milliards de tonnes de plastique sont répandues chaque année dans les océans. Et le danger, ce sont les microplastiques et les composés chimiques libérés par ces plastiques, qui menacent toute la chaîne alimentaire et nuisant à la santé de l'homme et des animaux. De très grands tourbillons de plastique sont générés par des courants marins et qui circulent dans les océans. C'est ce qu'on appelle le Great Pacific Garbage Patch, qui couvre environ 3,4 millions de kilomètres carrés. Donc, je rappelle aussi qu'une session de formation sur les déchets plastiques abordera plus en profondeur cette pollution plastique. La pollution sonore et chimique due au trafic maritime, voire les exploitations des ressources minières dans les fonds des océans, l'augmentation des gaz à effet de serre, tout ça contribue au réchauffement climatique. Et toutes ces pressions participent au déséquilibre dans le milieu océanique, notamment la perte de la biodiversité et l'acidification des océans. La pollution par le déversement des eaux riches en nutriments, comme les eaux usées qui ne sont pas traitées, participe à l'émancipation des algues qui peuvent être toxiques, et c'est comme le cas de la sargasse aux Antilles. La perte de la biodiversité est la conséquence directe de la surexploitation, que ce soit la pêche, les exploitations minières ou le réchauffement climatique. Cette perte de biodiversité fragilise l'ensemble du milieu océanique ainsi que sa capacité à résister aux perturbations. Or, cette biodiversité est indispensable à la bonne santé des océans. Face à toutes ces pressions et ces enjeux, on peut quand même agir pour limiter les dégâts. Et heureusement, il existe plusieurs bons gestes à adopter qui sont préconisés, mais on ne pourra pas tous les citer. On va juste vous citer quelques-uns. Donc, pour freiner la perte des espèces marines, on peut déjà arrêter la consommation des espèces en voie d'extinction. À Mayotte, par exemple, on n'a pas le droit de pêcher l'espèce de poisson des récifs. Il est plus préconisé de consommer les espèces pélagiques. Et parmi ces espèces en voie d'extinction, on peut citer la tortue. Et pour rappel, la consommation de la tortue est strictement interdite, mais malheureusement, il y a encore des cas de braconnage. Privilégier la pêche artisanale et les méthodes non destructrices. Limiter l'utilisation du plastique, que ce soit des gobelets, des pailles, des bouteilles en plastique, des couverts en plastique ou tout autre. Recycler autant que possible ou réutiliser, parce qu'on sait qu'un produit réutilisé est un produit qui ne finit pas dans la mer. Les bons gestes éco-citoyens à adopter, comme respecter les réglementations mises en place, comme à Mayotte par exemple, on n'a pas le droit de pêcher dans le lagon, et ceci pour permettre le renouvellement des stocks de poissons, ne pas déverser des polluants dans la mer, et bien sûr ramasser vos déchets, ce qui est pour moi essentiel. Ne pas toucher les espèces protégées, parce que quand ce sont des espèces protégées, on n'a pas le droit de ni les transporter, ni les toucher, ni les toucher tout court. Ne pas abîmer les fonds marins. Donc, à Mayotte, il y a des dispositifs qui sont établis par le parc marin. Ils ont mis en place des bouées d'amarrage pour éviter justement que les ancres des bateaux détruisent les fonds marins.
participer à des initiatives de ramassage de déchets pour que la mer ne soit pas une poubelle. Donc, il existe des mobilisations à l'échelle mondiale comme le World Cleanup Day. Et à l'échelle locale, participer et soutenir des actions des acteurs locaux. Donc, nous allons citer quelques associations telles que Yes We Can Net qui fait la collecte solidaire des déchets recyclables. Oulanga Nanyamba, bien sûr, qui fait des nettoyages de plages. Et il existe aussi des mobilisations des communautés des communes qui sont pleines d'initiatives comme la mise en place de la déchetterie mobile, l'action Petite Terre propre. Il existe aussi des dispositifs mis en place par des entités comme le Parc naturel marin de Mayotte. Et ces entités ont des objectifs précis dans leur plan de gestion qui visent à surveiller et étudier la qualité de l'eau dans notre lagon. Il existe aussi des actions de ramassage participatif de déchets dans les fonds marins, organisées avec les plongeurs et les acteurs. Pour le cas de la réserve naturelle de Ilo Mbouzi, par exemple, sachez que ce ramassage participatif existe et que on peut y participer pour les soutenir. Donc, on reconnaît de plus en plus l'interdépendance entre la santé humaine et la santé des océans. On reconnaît l'impact direct des océans sur la santé humaine et on espère que grâce à cette reconnaissance, les efforts seront déployés pour restaurer et préserver les océans. Donc, voilà pour ce qui en est ma présentation. Je vous remercie. Je vais du coup arrêter le partage d'écran et on va pouvoir passer aux questions. Donc, sur le question-réponse, nous avons eu aucune question, enfin seulement une question résolue par rapport au support de formation. Donc, les supports de formation, ils seront diffusés sur notre chaîne YouTube et ça sera tout simplement l'enregistrement de cette formation. Et sinon, on n'a pas eu de questions, donc voilà. Ok, ben, il nous reste encore du temps pour échanger. Donc, si vous souhaitez prendre la parole, je vous invite à lever la main et du coup, on va vous donner la parole. Alors, oui, permettre de parler à Guillaume. Bonjour, j'espère que Oui. vous m'entendez. Oui, on vous entend. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont connectés sur la conversation, on n'a pas moyen de savoir. Vous pouvez parler plus fort? Oui, tout à fait. Vous m'entendez mieux? Non, encore très loin. Je ne sais pas, Jeanne, si tu entends. Même chose, je vous entends de très loin, donc peut-être vous rapprocher de l'ordinateur si possible. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui, là, on vous entend très bien. Ok, c'est parfait. J'ai changé de micro, juste j'étais basculé sur un autre micro sans faire exprès. Donc oui, donc je disais, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont connectés à la formation en ligne là. Là, pour vous dire, on a 22 personnes qui sont connectées. Ah ben c'est déjà pas mal.
Bon, alors, j'avais juste plusieurs petites remarques à faire. Pas forcément vraiment des questions, mais plutôt des petites remarques. Et bon, déjà, je voulais commencer par vous remercier pour l'initiative et puis le travail qui a été fait là. Voilà, c'est déjà une chose. Ouais, donc j'ai listé aussi 7 petites remarques. Au début, vous avez abordé un peu les océans, comme quoi la protection des océans, en fait, c'est de préserver la beauté qu'il y a sous la surface. On voit des images de coraux, effectivement. Moi, je pense que la beauté, c'est pas un argument, en fait, parce que d'abord, ça s'adresse à quelques initiés qui mettent la tête sous l'eau avec un masque, à minima, et des bouteilles pour certains. Donc, je pense que la beauté, en fait, c'est pas un argument sur lequel on peut toucher l'opinion publique. Même si effectivement, pour les initiés, c'est un point important. Oui, alors je me permets de vous répondre. En fait, effectivement, la beauté, la biodiversité, on peut le voir que sous l'eau. Donc, c'est réservé à ceux qui peuvent se faire soit du snorkeling, soit de la plongée en bouteille. Mais au-delà de ça, personnellement, au-delà de ça, rien que de voir la mer, pour moi, c'est déjà beau. Les belles plages et tout ça, c'est déjà beau. Tant qu'il n'y a pas de déchets. Ouais. Alors après, donc vous avez parlé de limiter l'utilisation de plastique. Alors moi, je suis le gestionnaire du groupe Infolagon Mayotte au passage. Comme ça, je fais un peu de pub aussi, puisqu'on fait des ramassages également sur Mayotte. Oui. Euh, En tout cas, on les médiatise parce que je pense que ce qui est important, c'est pas tant de ramasser, mais c'est de médiatiser les ramassages qui sont faits pour montrer ce qu'on retrouve. Je signale au passage d'ailleurs qu'il y a également quand même dans les gens qui font des ramassages importants, parce que si c'est anecdotique sur Infolagon pour le moment et si c'est pas été organisé par Infolagon, en tout cas, il y a les gardiens du littoral qui font des gros ramassages quand même. Alors même si Oui. les prises de position peuvent être parfois un petit peu vertes, n'est-ce pas? En tout cas, ils font quand même un gros travail de ramassage un peu partout sur l'île. Oui. Voilà. Alors, je voulais du coup passer à une autre chose. Du coup, vous avez parlé de limiter l'utilisation de plastique. Oui. C'est pas une limitation qu'il faut, c'est une interdiction claire et nette. Notamment, en premier lieu, de tout le plastique à usage unique. Il faut arrêter, il faut boycotter. Je serais même prêt à boycotter les magasins qui continuent d'en vendre, hein, des assiettes en plastique, des couverts en plastique. On en retrouve une quantité sur les plages. Donc, je veux dire, si ça se vendait plus, ben, on ne pourrait plus les acheter, hein, et donc ils seraient plus produits. Donc les Oui. premiers responsables, en dehors des consommateurs, puisque c'est quand même là qu'on a une grosse part de responsabilité, ben, c'est aussi les magasins qui les mettent en vente et qui font du profit là-dessus. Hein. Je suis complètement Donc d'accord voilà. avec vous. Voilà, du coup, je voulais donner deux petites précisions quand même sur l'interdiction de pêche à Mayotte. Elle ne s'applique pas du tout dans l'intérieur du lagon. On peut tout à fait pêcher dans le lagon, hein. Ce qui est interdit, c'est l'utilisation de pêche au harpon dans le lagon. Mais on peut pêcher avec des filets, notamment avec une pêche traditionnelle dans le lagon. Il y a des autorisations qui sont données pour certains pêcheurs. Donc ça, Ouais. c'est possible. Mais ils ne peuvent pas les mettre dans certaines zones, notamment les zones protégées, évidemment, l'île Ombouzy, la Passe-en-Est, la réserve Sazilé, etc. Ce sont des zones côtières où ils ne peuvent pas mettre les filets. Hein. Mais par contre, ils peuvent tout à fait étendre des filets dans le lagon, c'est autorisé. Hein. Je laisserai Alors, Jacques. juste pour... Oui. Oui. Pardon, pardon de vous couper. Oui, donc juste pour préciser par rapport à la réglementation de la pêche, effectivement, donc la pêche dans le lagon est autorisée, mais pas partout. Donc, par exemple, la Passe-en-Est, c'est une réserve de pêche où la pêche est interdite. Vous avez cité la réserve nationale de Mbouzi où la pêche est limitée à la palangrotte avec une barque non motorisée. Donc, effectivement, il y a des pêches qui sont possibles dans le lagon. Au filet, c'est possible, mais ce n'est pas possible sur les habitats comme les herbiers dans les chenaux de mangrove et sur les récifs coralliens. Donc, notamment pour protéger les tortues, par exemple, qui fréquentent ces habitats et qui peuvent facilement se noyer dans les filets. Donc après, ce qui est préconisé, là c'est pas une interdiction, mais ce qui est préconisé de façon générale, c'est de ne pas consommer des espèces récifales. Pourquoi? Parce qu'elles sont beaucoup moins résilientes que les poissons pélagiques.
Donc, c'est pour ça que, par exemple, des acteurs comme le Parc naturel marin de Mayotte préconisent plutôt la pêche hors lagon, la pêche au large. Donc, ça ne veut pas dire que la pêche dans le lagon est interdite, mais elle est préconisée au large parce qu'on a des populations comme les thonidés, comme d'autres poissons prédateurs qui se renouvellent beaucoup plus vite. Et si la pêche est durable, ce qu'elle est encore à Mayotte, en tout cas pour les quelques longliners que nous avons, cela est beaucoup moins impactant que la pêche sur récif. D'accord. Après, juste pour, j'ai encore deux petits points à aborder pour pas mobiliser non plus et laisser la parole aux autres. Pas de rejet d'eau polluée dans le lagon. Ça a été évoqué dans l'infographie là que vous avez présentée. Alors, je vais juste quand même donner deux petits indices. Le rejet d'eau polluée dans le lagon. Alors, il y a une chose quand même qui est importante, c'est que l'océan, il commence pas au bord de plage. L'océan, il commence à la source des rivières. Hein. Les rivières à Mayotte sont quand même sacrément polluées. Il y a beaucoup de rejets dedans, notamment de détergents. Et puis, je vais donner aussi deux autres petits points, et je pense que ça peut être méritant aussi de diffuser l'info. C'est que je vais prendre il y a deux grosses piscines ici à Mayotte qui sont chlorées. Il y en a une à Koropa, il y en a une à l'hôtel Sakouli. Ces deux piscines, la question c'est où rejettent-elles les eaux chlorées qui détruisent de toute manière clairement le littoral, hein, que ce soit le corail ou bien les parties mangroves, ou est-ce qu'elles déversent leurs eaux usées, entre guillemets, quand elles font un changement d'eau? Alors j'ai la réponse pour l'hôtel Sakouli parce qu'on l'a filmé, ils vident simplement dans le lagon, devant l'hôtel. Hein. Et puis, Koropa, j'en sais rien, mais je pense qu'ils font la même chose de l'autre côté sur la partie de mangrove qui longe le littoral Koropa. Voilà. Alors et juste donc donner deux ouvertures en fait sur deux documentaires qui sont très 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 bien. Alors il y en a un qui s'appelle Le Cargo, les dessous du fret, qui a été diffusé sur Arte plusieurs fois, qu'on peut trouver sur Internet. Hein, qui parle du fret notamment et qui expose tous les dangers qui vont autour hein, au niveau environnemental. On apprend énormément de choses, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir. Et un deuxième qui s'appelle Planète Océan, que j'ai regardé à nouveau, d'ailleurs, la semaine dernière, qui a été monté par Yann Arthus Bertrand, qui est quelqu'un que j'aime pas spécialement parce que je trouve que c'est un imposteur environnemental, mais bon, cela dit, le documentaire en lui-même est intéressant puisqu'il reprend en film toute l'infographie que vous venez de faire et effectivement vraiment la chaîne de vie de l'océan qui démarre depuis les rivières jusqu'au fond des mers, quoi. Donc c'est un autre documentaire qui est assez intéressant à voir. Voilà, moi j'en ai fini pour les remarques et questions. Je laisse la place un petit peu aux autres s'il y a d'autres interventions. Je vous remercie en tout cas. Merci à vous, Guillaume Dupré. Du coup, est-ce que... Donc, Dina, je vois qu'il y a deux questions ouvertes sur les questions-réponses. Ici. Oui. Donc, la première question, c'est sensibilisation au niveau des communes, vers quelle catégorie de public vous agissez en général et comment se passe votre communication auprès de la population? Alors, concernant la sensibilisation au niveau des communes, en fait, le projet Nyamoja vise à former des ambassadeurs de la préservation de l'environnement marin. Et donc, on avait prévu de travailler avec la communauté de Petite Terre et la communauté des communes du Sud. Donc, la formation est destinée aux agents de communes, aux services civiques qui sont en contact direct avec la population, qui peuvent pérenniser cette sensibilisation. Et donc, Jeanne, si tu as d'autres points à rajouter aussi, n'hésite pas. Et comment se passe la communication auprès de la population? En fait,
comme ce sont des agents de communes, ben, c'est des formations en salle et puis après, à la base, il devrait y avoir des formations théoriques qui suivent après. Et, et donc, voilà, c'est la communication auprès de la population et après est assurée par, toujours dans le cadre de ce projet, on avait prévu d'organiser une fête de la tortue, donc c'est ouvert à toute la population. Donc c'est une des occasions où on peut viser plusieurs types de personnes. Je ne sais pas si ma réponse répond à la question. Si Jeanne, tu veux ajouter quelque chose? Oui, donc je viens de voir que Madame Issoufou a rajouté une question. Et les communes du Nord, pourquoi ne font-ils pas partie donc de ça? Donc en fait, le projet Niamoja, donc il faut déjà savoir que l'association Oulangana Nyamba est basée en Petite Terre. Donc on est une association qui a progressivement grandi sur ces dernières années. Donc au départ, une bonne partie de projets avec les communes se faisaient et se font encore toujours avec la communauté des communes de Petite Terre, tout simplement parce que il y a une certaine proximité au niveau de l'espace et donc c'était aussi une des premières communautés de communes très actives et à vouloir collaborer avec nous. Maintenant, nous avons sollicité cette année la communauté des communes du Sud qui commence à être très bien structurée aussi avec un grand nombre d'acteurs et d'interlocuteurs. Et donc, on a étendu le projet Niamoja cette année dans le Sud. Et donc, pourquoi pas, sur les prochaines années, les autres communes dans l'île, effectivement, le Nord cible principale, notamment au braconnage des tortues. Donc, c'est quelque chose qui est prévu. Maintenant, même si on est très ambitieux, l'île de Mayotte, il y a beaucoup de gens à toucher et beaucoup de travail, on va dire. Donc, on est encore une toute petite équipe. On n'est que 4 salariés pour l'instant. Donc, voilà. On y va progressivement, mais on va arriver. Après, on fait déjà des sensibilisations dans les écoles sur toute l'île. Hein. Donc, ça, il ne faut pas hésiter de nous solliciter. On peut intervenir aussi hors projet dans les autres communes s'il y a des demandes. Donc, on est très ouvert à chaque demande pour des interventions de sensibilisation ou de formation. Merci, Madame Bissou. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait prendre la parole? Je vous invite à lever la main pour vous permettre de parler. Vous donner l'accès à la parole plutôt. Pardon. Donc, Dina, je vois qu'il y a une question sur préparation. Donc, quelle est la date de la fête de la tortue? Ah, d'accord. Donc, la date de la fête de la tortue, initialement, est arrêtée le 4 juillet. Mais avec la situation actuelle et notamment l'interdiction des festivals et de rassemblements de gens, je pense Jeanne est d'accord avec moi, elle va être repoussée. Ce sera en fonction des dispositifs, des arrêtés qui vont sortir et des autorisations pour pouvoir rassembler des gens avec le cas de Covid actuel.
Ah, nous avons Guillaume Dupré qui dit que nous avons plus de son. Donc, est-ce que les autres nous entendent bien? Donc, on va faire un petit appel. Ceux qui nous entendent peuvent lever la main. Voilà, donc il y a quand même une partie qui nous entend. Donc, je ne sais pas quel est le souci de son que vous avez, Monsieur Dupré. J'espère qu'il est résolu. Donc, Dina, nous avons une autre question de Aurore Lemarchand via le QER. Elle se demande si les écoles peuvent participer. Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs on avait établi un petit programme de ce que nous pensions faire pour la fête de la tortue. Donc, c'est destiné à tout le monde et c'est destiné notamment aux enfants. Donc, les écoles peuvent participer. On avait prévu de faire un petit concours pour les enfants des écoles. Mais encore une fois, avec la situation actuelle, tout est mis en stand-by. Donc, je ne sais pas si la question était est-ce que les écoles peuvent participer à la fête de la tortue ou est-ce que les écoles peuvent participer de façon générale au projet de sensibilisation de l'association. Juste pour répondre à cette deuxième possibilité des questions, bien sûr, nous sommes ouverts à chaque participation par les écoles. Nous menons beaucoup de projets avec différents établissements sur l'île de Mayotte. On mène des centaines d'interventions de sensibilisation dans les différentes écoles. On a des outils qui sont adaptés à différents niveaux. Donc là, n'hésitez pas de nous contacter directement et de nous envoyer un mail. Je vais vous mettre l'adresse mail de l'association dans la conversation. Alors, il y a une autre question de Nadia Bouanaidi. Avez-vous des outils pédagogiques que les agents peuvent utiliser pour la sensibilisation auprès des enfants, par exemple? Oui, alors pour les outils pédagogiques, oui. Vas-y. Alors, pour les outils pédagogiques, oui, l'association dispose de beaucoup d'outils pour faire ces sensibilisations. Et le but dans le projet Nyamoja, c'est aussi accompagner les agents qui reçoivent nos formations. Donc, on les accompagne dans la création d'outils pédagogiques. Donc, on peut bien sûr mener ensemble la création de ces outils de sensibilisation. On a une autre question. Bonjour, un grand merci pour cette première formation. J'ai très hâte de suivre les prochaines. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir participé. J'aurais une question concernant vos formations pour être arrivé jusqu'à vos métiers actuels. Alors, comment faire pour arriver jusqu'à nos métiers actuels? Je pense qu'on a deux parcours assez différents entre Dina et moi, donc on peut peut-être vous donner les deux exemples. Personnellement, j'ai suivi une formation de biologie et après, ce n'est pas facile ensuite pour facilement entrer dans le métier des biologistes marins, etc. parce qu'il y a très peu de postes. Donc ça, il faut le savoir. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis arrivée sur Mayotte dès la fin de ma formation pour faire des volontariats, notamment dans le cadre de l'association Oulangana Nyamba. Donc les volontariats et les stages sont très importants pour faire beaucoup d'expériences et donc j'ai eu la chance de volontariat, stage, etc. Finalement d'arriver à des postes intéressants de biologiste marine
dans différents établissements à Mayotte. Dina, peut-être tu peux donner ta… Ouais. Pour ma part, moi aussi, j'ai suivi une formation de biologie animale et comme l'a mentionné Jeanne, c'est difficile de trouver directement un poste qui correspond à notre formation. Donc, et pareil, j'ai fait de l'éco-volontariat une association malgache, c'est Amada, et donc même si j'ai travaillé pour l'association Setamada, je n'occupais pas forcément le poste de biologiste, mais on faisait des sensibilisations, on faisait un peu de tout, on organisait des congrès. Donc voilà, et après Setamada, j'ai été engagée à Oulangan-Anyamba. Donc, nous avons une autre question dans la conversation. Monsieur Géry Liosu nous demande si les accompagnements sont tarifés. Alors, il y a deux cas de figure. Donc, bien sûr, il faut comprendre qu'à l'association, nous avons des salariés et aussi des outils qui nécessitent quand même un certain apport en moyens financiers. Même si, bien évidemment, notre but n'est pas du tout de s'enrichir, mais juste faire survivre nos activités et notre association. Donc, il y a deux cas de figure. Donc, nous, pour des grands projets, nous sollicitons les différents organismes, l'État, les collectivités, l'OFP, etc., pour nous accompagner grâce à des subventions. Donc, il y a une bonne partie de nos projets qui sont financés via ce biais. Donc, par exemple, le projet Niamoja, il est financé par le Parc naturel marin, mais aussi par la direction jeunesse et sport, donc par le préfet de Mayotte. Donc, dans ce cadre-là, bien évidemment, les formations sont gratuites parce qu'on est déjà subventionné. Donc, c'est le cas, par exemple, de cette formation-ci. Maintenant, ça dépend si votre projet rentre dans un des projets qui sont déjà en place. Dans le cas contraire, nous pouvons aussi faire des interventions sur demande dans les écoles ou dans les mairies. Et là, bien évidemment, ils sont en fonction des projets, encore une fois. Il nous faut une indemnisation pour pouvoir les faire, vu qu'ils ne sont pas tous faits dans le cadre du bénévolat, mais aussi dans le cadre du travail des salariés de l'association. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Dina, nous avons une autre question donc de Charlène Pelleccia. Merci pour vos réponses sur vos formations. Étant en master écosystème bioproduction marine en France, je m'intéresse de très près à ces domaines de sensibilisation et d'études sur la biologie marine. Donc, merci Charlène pour ton intervention et bon courage avec ton master. Fais beaucoup de volontariat et de stages, ça aidera beaucoup à trouver un poste par la suite. Il ne faut pas abandonner. Donc, il nous reste à peu près 5 minutes. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas. Bon. Bon, en tout cas, on vous remercie tous d'avoir suivi notre formation, la première session de formation. Je tiens à rappeler que ce n'est pas la seule. Il y a encore 5 autres thématiques qui vont se tenir les jours à venir. Donc, la prochaine, ce sera le 20 mai à 10 h. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire via le lien qui vous a été diffusé. Donc,
Je vous remercie à tous. Moi aussi, je vous remercie beaucoup. Et je vois qu'il y a beaucoup de participants qui nous remercient. Donc, merci à vous aussi d'avoir participé. Donc, pour le support, juste le temps qu'on charge la vidéo sur notre chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour pouvoir visionner après. Bon, on va terminer. Allez, terminons. Merci beaucoup Merci à tous. Et Au merci revoir et pour vos bonne retours. journée. Au revoir.